Bienvenue dans Impact at Scale, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies pour aligner impact positif et changement d'échelle. Je suis Adriana Peyeruz, CEO des Impacteurs. Et très concrètement, on fait du conseil en impact positif pour les entreprises en phase de scale et du conseil en changement d'échelle pour les entreprises à impact positif ou les structures de l'ESS. Allez, trêve de bavardage et place à l'invité de la semaine. Bonjour Aymeric. Salut Adriana. Ça va ? Bah ouais, merci beaucoup de me recevoir, je suis hyper content d'être là. Bah écoute, merci à toi de venir dans cet épisode de Impact at Scale. On va parler principalement de comment mettre l'impact au cœur de son modèle, puisque c'est vraiment la particularité de 900.4 selon moi. Oui. On va parler de votre modèle économique qui est basé, qui est indexé aussi sur votre impact positif, et on va parler de tous les engagements que vous prenez sur tous les aspects. Mais avant ça, j'aimerais te proposer de te présenter. Ouais, alors moi je m'appelle Aymeric Grand, j'ai 32 ans, je suis papa d'un petit Gaspard qui a 1 an, je suis marié, et je suis aussi le cofondateur de 900care. Et 900care, c'est une marque de produits d'hygiène rechargeables. Donc, notre combat, c'est le plastique à usage unique et les émissions de CO2 qui sont liées au transport d'eau. Et la boîte est assez récente, combien d'années là ? Ça fait 3 ans qu'on bosse sur le projet, mais Ouais. ça fait qu'1 an et demi que c'est commercialisé. Ok. Est-ce que tu aurais des chiffres à nous partager là, sur cette première année et demie d'activité ? Ouais, bah plein. On a une très forte accélération là, sur l'année 2022. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. C'est un chiffre qui a fait x6 sur les 9 premiers mois de 2022. Donc on est hyper content de l'engouement qu'on a réussi à créer. On est aussi hyper fiers du côté impact, parce que depuis le lancement, on a économisé plus de 650 000 déchets plastiques. Ouais. Donc, en gros, on vend des recharges qui viennent recharger des bouteilles réutilisables. Et donc, chaque recharge qu'on vend, c'est un déchet plastique qui n'est pas créé, puisqu'elle vient en substitution de ta bouteille de gel douche à usage unique que tu jetais quand tu l'avais terminé. On a économisé aussi 340 tonnes d'eau, puisque nous, on a une particularité, c'est que sur notre gel douche, par exemple, on ne transporte que les ingrédients actifs. Les ingrédients actifs, c'est à peu près 10% du poids d'un gel douche. Le reste, c'est de l'eau, donc c'est le client qui remet l'eau. Donc en fait, en ne transportant pas d'eau, tu économises énormément d'émissions de CO2. Et en termes de litres, ça fait plus de 100 000 litres d'eau qu'on n'a pas transporté grâce à nos produits. Ok. Désolée, j'ai été perturbée par le bébé en arrière-plan. On coupera. Du coup... Les aléas du direct. Ouais, extraordinaire. Mais c'est bien, c'est la vie, c'est C'est chouette. ça, c'est bien. Donc ouais, et donc tu me disais x6 là sur les 9 premiers mois de 2022. Ouais. C'est assez fou. Super forte accélération. On a fait 2-3 changements à notre modèle. Ouais. Et notamment le fait qu'on a maintenant une offre de découverte qui est très abordable. Donc la première fois que tu testes 900care, ça coûte que 3,50 €. C'est quelque chose qui est très aligné en fait avec notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est de permettre au maximum de gens, de faire naître le déclic écologique chez un maximum de gens. Et on s'est rendu compte qu'au départ, on essayait de vendre tout de suite un pack avec plusieurs recharges qui allait coûter une vingtaine d'euros, que ça freinait beaucoup de gens, soit pour des questions de budget, soit parce qu'ils ne comprenaient pas la structure de prix. Et en fait, en passant avec ce format de kit d'essai à 3,50 €, on a recruté énormément d'abonnés. Et ensuite, bien sûr, ils peuvent se désabonner à tout moment s'ils n'aiment pas, mais la plupart des gens, une fois qu'ils ont testé, ils aiment parce que les produits sont très bons, ils sont très sains, ils sont très agréables à utiliser. Il y a tout un côté serviciel aussi, puisqu'on va te livrer les recharges directement dans ta boîte aux lettres. C'est livré par le facteur, donc c'est quelqu'un qui est déjà sur les routes. Ce qui vous permet d'avoir un modèle économique aussi avec des revenus récurrents en fait. Exactement. Okay. Et je pense que c'est un peu le fil directeur de 900care, c'est que en fait, on essaie vraiment de combiner à la fois l'impact environnemental et le côté revenu économique. Et du coup, ce modèle d'abonnement, c'est super parce que ça permet aux gens de plus avoir à penser à racheter leur recharge. Et donc, ils ne risquent pas d'oublier et de devoir racheter un plastique à usage unique au dernier moment. Et donc, c'est super vertueux et il y a plein de clients qui me disent c'est marrant parce que c'est pas quelque chose, l'abonnement, c'est encore quelque chose qui fait un peu peur en France. Donc, avant d'essayer, il y a des gens qui sont sceptiques. En revanche, dès qu'ils reçoivent leur première recharge, qu'ils voient que la livraison s'est passée sans problème, parce que comme nos produits sont tout petits, vu qu'on n'a pas d'eau, ça passe en boîte aux lettres, et qu'ils voient à quel point ça leur enlève de la charge mentale, parce que du coup, tu n'as plus besoin de penser à acheter ton dentifrice, ton gel douche, ton déo. En fait, ils deviennent accros et ils se disent c'est super, j'ai plus besoin, en fait, je me pose plus la question, et du coup, je suis j'ai un mode de consommation vertueux par défaut, sans rien avoir à faire. Alors la partie un peu marketing qui est en moi, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as un chiffre sur le taux de conversion, on va dire, des gens qui prennent le kit d'essai et qui ensuite s'abonnent durablement ? C'est plus de 70% qui vont être abonnés durablement. Ouais.
Et en 2021, on laissait le choix aux gens de s'abonner ou pas. Et sur les gens qui avaient choisi de s'abonner, 18 mois plus tard, on a plus de 50% qui sont encore abonnés. Donc ça montre vraiment à quel point les gens adhèrent au concept et sans doute trouvent de la satisfaction dans l'utilisation des produits. Et ce que tu viens de dire là, ça révèle un truc hyper important dans votre modèle, en fait, c'est que très concrètement, à chaque fois que vous faites des ventes, vous avez un impact positif. C'est ça. Et c'est l'une des clés pour aligner du coup enjeu business et impact. Et c'est aussi génial parce que du coup, vous pouvez vraiment concentrer de l'énergie sur le marketing. En l'occurrence, lever tous les freins à l'achat, offrir une expérience extraordinaire, sans vous dire que c'est juste une dépense. Tu vois, parce que beaucoup de boîtes à impact, en fait, j'ai remarqué que beaucoup de boîtes à impact sont contraintes d'arbitrer entre des dépenses marketing et leur envie juste d'avoir que de l'impact positif. Ils disent, est-ce que c'est vraiment pertinent, tu vois, de mettre de l'argent là-dessus. Et vous, vos efforts sont sur l'expérience client. Exactement. En fait, je trouve que l'expérience client, pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on met au cœur, puisque globalement, le point de départ de l'histoire de 900K, c'était de dire il y a des produits aujourd'hui qui existent. Si tu veux prendre des douches ou brosser les dents sans plastique, il y a déjà des produits qui existaient avant 900K et qui avaient un taux de pénétration qui était famélique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces produits, ils offraient une expérience client qui parlait à un petit groupe de gens qui étaient très engagés. Et c'est super pour eux qu'ils aient trouvé une solution qui leur allait. Mais souvent, la masse des gens trouvait que ça manquait de sensorialité, que ça manquait de praticité. Les marques qui produisaient ces produits aussi, c'est des marques qui ont parfois des positions que moi je juge un peu extrêmes sur certains ingrédients. Par exemple, le fluor dans un dentifrice. 100% des dentistes vont dire que c'est important pour protéger les caries. Il y a quand même une partie des gens qui vont dire que c'est du poison et qu'il ne faut pas en mettre. Et globalement, du coup, si tu as envie d'être dans une démarche environnementale et de passer de plastique, parfois tu es obligé de faire un compromis aussi sur l'efficacité ou sur ta santé. On ne compte pas non plus tous les déos naturels qui ne marchent pas et qui du coup servent globalement à pas grand-chose. Nous, on est arrivé là en se disant, ok, cette offre-là, ce segment-là des gens hyper écolos, il est bien couvert. Nous, on veut parler aux 90% restants, que nous, on a surnommé les écolos débutants. Et on veut lever en fait chacun des freins à l'achat. Il y a un premier frein qui était expérientiel de sensorialité. Typiquement, c'est pour ça que nous, on a lancé un gel douche rechargeable et pas un pain de savon. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a 7 fois plus de gens qui utilisent du gel douche que du pain de savon. Et que quand tu leur dis passer au pain de savon, ils disent non, parce que moi, j'aime bien la texture du gel douche, j'aime bien la mousse, j'aime bien les parfums. Et tout cet aspect sensoriel, on le retrouvait moins. Donc, la première chose qu'on a beaucoup travaillé, c'est que tous nos produits sont très sensoriel et en fait comparable à un produit de grande marque que tu achèterais. Il y a l'aspect praticité, tout le modèle d'abonnement, la livraison en boîte aux lettres, tout ça, ça a été pensé depuis le début pour que ce soit le plus simple possible. Et enfin, tu as un dernier aspect qui est l'aspect prix, qui est hyper important, puisqu'aujourd'hui, souvent consommer écolo, ça coûte plus cher. Alors nous, on est encore un peu plus cher. Aujourd'hui, un gel douche, ça va coûter 3,50 €, sachant qu'une grande marque, ça va être entre 2,50 € et 3 €. Donc on est encore un peu plus cher, sachant qu'on est 100% made in France, naturel, etc. Enfin qu'on a bien fait les choses et que la raison pour laquelle on est plus cher, c'est surtout qu'on a des tout petits volumes aujourd'hui par rapport à ces grandes marques. On espère que demain on arrivera à les matcher. Mais en tout cas à 3,50 €, on se dit qu'on a levé la barrière de prix pour au moins 50% de la population française. Il y a bien sûr des gens pour qui c'est difficile de mettre 1 € de plus dans leur gel douche et on espère qu'un jour on aura une offre qui leur permettra de ne plus avoir à arbitrer entre les deux. Mais en tout cas, on s'attache à lever cette barrière-là. Et aujourd'hui, en fait, on se dit qu'on a... et la dernière barrière aussi, c'est une barrière qui est plus intangible, mais qui est la barrière de la marque. Les produits écolos ou l'écologie, ça a tendance à être un peu clivant. Par exemple, je ne sais pas si... quand tu ne manges pas de viande au resto, au milieu de gens qui mangent de la viande, on va tout de suite te faire une réflexion parce que ça... Et du coup, de la même façon, les marques qui sont trop moralisatrices dans leur communication ou trop anxiogènes, ça a tendance à polariser. Il y a des gens qui adorent et qui deviennent des fans, et puis il y a des gens que ça rebute complètement et qui se ferment. Nous, on a pris le parti d'avoir une marque qui est très joyeuse, très colorée. Voilà, notre devise, c'est Happy Change, c'est de dire comment est-ce que tu rends le changement d'habitude le plus joyeux possible dans ta salle de bain. Et vous mettez l'argument écolo autant en avant que d'autres marques justement qui ne sont que écolo, ou vous mettez en avant plus l'aspect juste qualité du produit ? Ce qui attire les gens quand même sur le concept, ça va être l'argument écolo. Okay. Nous, les démarches, ce qui va très bien marcher comme argument, c'est
C'est le côté, on t'ouvre les yeux sur un produit que tu utilises depuis très longtemps sans savoir, l'impact environnemental. Le gel douche, il y a énormément de gens qui ne savaient pas que c'était 80% d'eau. Et quand tu leur dis, en fait, t'achètes de l'eau, cette eau, elle a voyagé sur des kilomètres et des kilomètres. Et comme tu achètes de l'eau, tu es obligé de la transporter dans un truc en plastique, puisque forcément l'eau dans le carton, ça ne marche pas. Du coup, en fait, en achetant ce gel douche sous cette forme-là déjà dilué, tu crées des émissions de CO2, des déchets plastiques, et en fait, tu n'as pas besoin de le faire. Parce qu'on peut t'envoyer juste les ingrédients actifs, et c'est toi qui rajoutes l'eau, et ça marche. Un foyer classique, il économise combien de plastique? Il évite combien de plastique en moyenne? Il évite plus de 5 kg de plastique sur un an quand il s'abonne à tous nos produits. Okay. Et c'est à peu près 7 fois, entre 5 et 7 fois moins d'émissions de CO2 que des produits classiques, notamment à cause du transport de l'eau. Et également un truc qui est un peu moins intuitif, c'est souvent on a tendance à dire « Ah, vous êtes une marque écolo, mais vous avez un modèle e-commerce, le e-commerce c'est pas bien ». Ouais. En fait, c'est plus nuancé que ça parce que quand tu regardes, il y a plein d'études qui montrent qu'au final, dans le e-commerce, tu prends pas ta voiture pour aller au supermarché. En général, en plus, nous, c'est livré par le facteur. Donc, c'est quelqu'un qui fait déjà sa tournée. Mais même dans le cas d'une livraison Chronopost, il y a quand même plusieurs colis. Donc, il y a un camion qui a plusieurs colis versus toi qui vas tout seul chercher ton truc. Et ensuite, les magasins, c'est des lieux qui sont éclairés toute la journée, 20 heures par jour, climatisés, chauffés. Parfois éclairés la nuit aussi, ouais, malheureusement. Éclairés la nuit parfois. Et en fait, quand tu mets tout ça bout à bout, le e-commerce, c'est plutôt plus vertueux en fait. Ouais. Que le commerce. Comme tu l'as dit, il y a des manières de faire du e-commerce responsable. Voilà. Typiquement, éviter les livraisons express ou ce genre de choses. Voilà. On va rentrer dans le détail là-dessus. Donc sur les 5 kg de plastique évités et 5 à 7 fois moins d'émissions de carbone, c'est ça. Comment vous avez calculé ça? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à un cabinet indépendant qui s'appelle Sami.eco, qui nous a aidé à la fois sur l'analyse du cycle de vie de nos bouteilles, nos contenants et la comparaison avec les grandes marques et l'impact carbone. Et en fait, c'est une série d'hypothèses qui sont prises sur un flacon classique, voilà combien de fois en combien de temps tu le vides. Donc sur le gel douche, tu vas consommer. Donc ils estiment que sur le gel douche, c'est à peu près, je crois, 18 flacons par an par personne. Donc en gros, que tu consommes en 3 semaines, ou un peu moins de 18, mais. Et donc ils se disent, bon ok, là quand tu achètes 900 Care, tu as une bouteille qui fait 50 grammes, mais tu économises 18 bouteilles sur un an qui font X grammes, et donc sur un an, à la fin, tu as économisé tant de kilos de plastique. Ils ont décliné ça sur tous les produits. C'était important pour nous de le faire, et après ils ont fait la même chose pour l'analyse carbone. Et c'était important pour nous de le faire certifier par un organisme indépendant parce que du coup, au moins, on sait qu'on communique sur des vrais chiffres et pas juste des chiffres que nous, on a imaginé. Et après, je pense qu'il y a aussi plein de trucs qu'on a envie de faire pour aller plus loin sur cette notion d'impact. Alors, le chiffrage, etc., c'est quelque chose qu'on a vocation à mettre à jour régulièrement. On a vocation aussi à voir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer dans nos produits, de réduire puisque nos flacons sont en plastique, donc recyclés aujourd'hui à peu près à 50%, donc il y a des choses à faire sur mettre encore plus de plastique recyclé, potentiellement diminuer la quantité de matière plastique qu'il y a dans nos flacons, en faisant attention à quel est l'impact sur la durabilité du flacon, parce qu'aujourd'hui, comme il y a un peu plus de plastique que dans un flacon classique, ça fait qu'il dure aussi beaucoup plus longtemps. Ouais. Et après, je pense qu'il y a pas mal d'autres choses qu'on a envie de faire analyser par des gens externes. Par exemple, nos flacons, ils sont 100% recyclables, en théorie. La question, c'est quelle est la vraie recyclabilité. Donc, il y a des organismes qui permettent de faire ça, de mettre ton flacon dans une poubelle jaune, de le suivre pendant toute sa durée de vie et de voir est-ce que effectivement le plastique est recyclé ou est-ce qu'il y a un moment où ça coince et du coup qu'est-ce que tu ajustes. Et si on veut suivre votre démarche d'impact, c'est dispo en toute transparence Ça, on ne l'a pas encore mis en toute transparence sur notre... Enfin, on a mis des éléments dans la page mission de notre site, il y a plein d'éléments. Ouais. Tout ce chiffrage de plastique qu'on économise, il est sur notre site, c'est un compteur qui se met à jour en continu. Okay. Toutes les newsletters, dans le bas de la newsletter, il y a marqué voilà combien on a économisé ensemble. Après, on a une démarche très transparente. J'invite les gens qui s'intéressent à nous suivre en newsletter, puisque c'est typiquement des choses sur lesquelles on va communiquer assez régulièrement. Ouais. En disant voilà ce qu'on a mis en place, voilà tel test. Si, je mets les pieds dans le plat, si demain du coup vous mettez en place un tableau de bord justement pour suivre ça en interne de manière plus poussée encore, est-ce que c'est quelque chose que vous partageriez Ouais, je pense qu'il n'y a pas de problème. Enfin en tout cas nous on a toujours eu une communication très très transparente, que ce soit sur les sujets impact, sur les choix qu'on fait, c'est-à-dire que typiquement, tu vois, une question qu'on nous pose tout le temps, c'est
vous voulez vous passer du plastique, mais vos flacons sont en plastique, c'est pas cohérent, c'est du greenwashing, etc. En fait, nous, ce qu'on explique à chaque fois, c'est de dire, et ça par exemple, c'est un truc qu'on aimerait bien faire quantifier, parce qu'à ce stade, c'est plutôt au stade d'hypothèse que de fait, mais en gros, quand on avait fait notre petite analyse back of the envelope, on s'est dit, en gros, les options, c'est quoi ? Tu as l'aluminium, c'est hyper énergivore à produire, ça se cabosse, ça se raye, donc pas idéal pour la salle de bain. Tu as le verre, hyper énergivore à produire, très lourd. Ça se casse. Pas idéal pour une salle de bain où tu as des enfants, parce que tu n'as pas envie qu'ils se coupent. Et après, nous, on a choisi le plastique recyclé en se disant, il y a des déchets plastiques qui existent, on leur donne une deuxième vie, donc on évite qu'ils soient incinérés, qu'ils soient enfouis ou quoi. Et en fait, le problème du plastique, c'est la fin de vie. C'est le fait que, comme c'est une matière très résistante, elle dure indéfiniment, et donc ça crée tout un tas de problématiques de recyclage, etc. En revanche, pour un objet que tu vas garder longtemps, ça a beaucoup de sens parce que c'est une matière qui est très robuste, du coup, qui dans son cycle de vie, avant la fin de vie, génère moins d'émissions carbone parce que c'est pas très énergivore à produire, c'est très léger, donc ça génère moins d'émissions carbone. Et voilà, donc en fait, tu vois, on est capable de faire des choix qui peuvent paraître... je pense que 99% des gens auraient lancé avec des flacons en verre en disant pas de plastique, on met du verre, c'est plus simple. Mais nous, on avait envie d'aller au-delà juste du truc qui paraît évident d'un point de vue marketing, et on est prêt à expliquer ça. Et quand tu présentes le cheminement comme ça a posteriori, il est hyper logique. Mais est-ce qu'il y a des cas très concrets où ça a fait ça a posé un dilemme en interne ? Il y a toujours un peu des dilemmes en interne, c'est-à-dire que nous, on a quand même une philosophie qui est de dire le mieux est l'ennemi du bien. Je vais te donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on a un de nos produits qu'on a lancé, qui est l'eau micellaire. Et on s'est rendu compte, donc on l'a lancé, on a voulu faire les choses le mieux possible, donc on l'a lancé, donc c'est une petite pastille qui est emballée dans un sachet individuel en papier. Le papier, c'est une super matière en termes d'impact écologique, c'est une moins bonne matière en termes de résistance à l'humidité. Cet été, dans notre entrepôt, il y a eu 80% d'humidité, ça fait qu'on a perdu une partie de la production, en tout cas qu'on a eu des retours des clients qui disaient les produits sont dégradés dans le sachet. Et donc là, par exemple, on a fait le choix de passer temporairement sur des sachets alors là, on est encore en train de choisir, soit on va faire des trucs type sachet de thé avec de l'aluminium, soit on va faire des trucs avec un peu plus de plastique, en essayant que ça reste recyclable. Mais temporairement, on va passer là-dessus, le temps de reformuler et d'avoir quelque chose qui puisse à terme rester dans du papier. Mais si tu prends du recul, tu te dis, ok, certes, cette solution est moins vertueuse que le papier. En revanche, je pense que cette solution est plus vertueuse que les gens continuent à acheter des bidons d'eau micellaire. Et donc au final, tu fais un arbitrage en te disant, c'est pas la solution parfaite, mais c'est une solution qui est meilleure par rapport à ce qui existe. Et donc, on va y aller. Donc on va dans la bonne direction, on continue. C'est ça. Et bien sûr, en fait, tout le monde avait envie que ça marche le papier. Mais encore une fois, vu que le truc le pire, c'est toi en tant que client, tu fais l'effort, tu achètes ton eau micellaire, tu es trop contente, tu as un produit qui est pas top. Enfin, en tout cas, après, une fois dissous, il était parfait. Il n'y avait pas de problème, mais visuellement, il avait pris l'humidité, donc il était un peu gonflé, un peu mou, pas très agréable. Et tu te dis, en fait, ça, je ne recommanderais jamais. Et donc, en fait, en voulant pousser le curseur trop loin, tu dégrades l'expérience client. Et du coup, là où des gens auraient pu adopter ton produit et donc sortir beaucoup plus de plastique in fine, ils abandonnent. Donc, on a tout le temps un peu ces arbitrages entre comment t'offres la meilleure expérience client et comment est-ce que tu as l'impact le plus minime sur la planète. Ok, là tu viens de parler d'un nouveau produit, du coup, l'eau micellaire. Votre objectif, c'est de prendre chaque produit de la salle de bain pour trouver une alternative ? Oui, en commençant par les produits qui sont dans le plus de salles de bain. En fait, c'est simple, on a une petite matrice, les produits qui sont dans le plus de salles de bain, et après la facilité de formulation pour nous aussi. En gros, le plus de salles de bain / les produits dans lesquels il y a le plus d'eau, et ensuite les produits qui sont plus ou moins faciles à formuler pour nous. Donc typiquement, un des produits qu'on vient de lancer la semaine dernière, c'est le shampoing, qui était un truc que les clients nous demandaient depuis quasiment le lancement. Ça a été un énorme carton, c'est devenu le meilleur produit, la meilleure vente de produits depuis le lancement, c'est le produit qui se vend le plus. C'est quoi les chiffres ? Vas-y, balance. Non, mais c'est quasiment 10 000 unités vendues en une semaine. Donc oui, c'est un beau lancement. C'est un beau lancement, non, c'est chouette. Alors après, c'est toujours pareil, c'est que
C'est pas que des nouveaux clients, c'est aussi sur la base existante. Donc, c'est à nuancer un peu, on verra si ça se maintient. En tout cas, on est super content. Le shampoing, c'est un produit qui est hyper technique à formuler parce que voilà, les gens sont hyper exigeants avec leurs cheveux. Et je sais pas si toi-même, tu es utilisatrice de shampoing solide. Le feedback que nous, on a eu beaucoup sur le shampoing solide, c'est plein de gens qui disent « J'étais dans une démarche écolo, j'ai voulu essayer le shampoing solide. J'ai trouvé l'expérience pas terrible, ça m'a laissé les cheveux secs, ça m'a fait des pellicules, ça m'a laissé les cheveux gras, ça m'a machin. Et du coup, j'ai abandonné, je suis repassé à mon shampoing. Ça, c'est le pire truc qui puisse arriver pour nous. Donc, c'est littéralement ce qui m'est arrivé. Ouais, bah voilà. Donc, et pourtant, Dieu sait que je suis vraiment très engagée sur ces sujets-là, mais là, il y a un blocage. Ouais. Et en fait, nous, on a passé beaucoup de temps à formuler un shampoing parce qu'on s'est dit, on aurait pu sortir quelque chose, je pense, peut-être 9 mois avant. La première version, mais la première version, elle n'était pas satisfaisante, elle ne moussait pas assez, elle ne laissait pas les cheveux suffisamment propres, etc. Donc on a beaucoup itéré. Maintenant, on a une formule qui est vraiment top. La prochaine étape, c'est de décliner aussi pour des cheveux gras, des cheveux secs, enfin des bénéfices. Là, c'est un shampoing doux pour tout cheveu. Mais demain, l'idée, c'est d'avoir un peu toute la gamme de shampoings parce qu'on a besoin que la performance fonctionnelle soit là pour que les gens l'adoptent et pour, in fine, avoir de l'impact. Et donc, c'est quoi la mission plus globale du coup de 900Care ? Ouais. La mission plus globale, alors on a inscrit une mission dans le statut qui est de dire on veut créer les produits, la salle de bain de demain et faire de la recharge la nouvelle norme avec tout un tas de bullet points sur avoir le moins de plastique possible, éviter le plastique à usage unique, éviter de transporter de l'eau, faire sourcer le plus possible localement. Donc aujourd'hui, on est fabriqué 100% en France. Il y a encore une partie des ingrédients qui viennent parfois d'Asie, pour une petite partie, parfois d'Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'on essaye au fur et à mesure de rapatrier le plus d'ingrédients possible. Donc ça, c'est comme ça qu'on l'a formalisé dans nos statuts. Donc on est une entreprise, une société à mission. Et après, de manière plus commerciale, marketing, on dit... la façon dont on l'a défini pour nous en interne, c'est de dire que notre mission, c'est de faire naître le déclic écologique chez un maximum de gens. Parce que la vérité, c'est que c'est comme ça qu'on voit notre rôle. C'est de dire peut-être que 900Care, c'est le premier geste écolo que tu as dans ta vie ou dans ta salle de bain qui te décomplexe sur le fait de passer à des produits écolos et qui va te permettre d'adopter, en fait, d'avoir envie d'aller plus loin et d'aller sur ton chemin. Et donc, dans le contenu de marque qu'on va créer, on communique sur nos produits, mais on n'hésite pas à communiquer aussi sur d'autres marques dans d'autres secteurs pour dire, voilà, il y a tel truc qui est bien, sur des initiatives en disant, nous, on est passé, on s'est mis à rembourser le vélo au même prix que ce qu'on remboursait du pass Navigo pour encourager aussi les employés qui font cet effort-là, qui soient pas pénalisés. Vous faites de la sensibilisation grand public parce que ça permet d'éduquer le marché Exactement. à vos offres, mais aussi aux offres des concurrents. Exactement. Et en fait, exactement. Et l'ambition, c'est ce que je disais un petit peu dans ce qu'on avait mis dans le statut d'entreprise d'émission, c'est de dire, nous, on est persuadés que la recharge, c'est un modèle qui est tellement supérieur à ce qu'on a aujourd'hui, au plastique à usage unique, qu'il faut que ça devienne la nouvelle norme. Et que globalement, demain, on espère qu'il y aura plein de gens qui nous emboîteront le pas, que les grands groupes se mettront à développer leurs offres rechargeables. Et on n'est pas du tout à se dire non, il faut vraiment que ça reste que nous la recharge. En fait, au contraire, dès que ça bouge, on est content. Puis vous êtes dans une démarche de R&D constante aussi, Exactement. Ce qui fait que peut-être demain ce sera la nouvelle norme, mais après-demain il y aura Bien une sûr, nouvelle norme. Il y a toujours, on veut être un peu à la pointe, mais tu vois, moi, il y a un truc qui m'avait pas mal impacté sur ce sujet-là, c'est un podcast de Elon Musk que j'avais écouté et où on lui posait la question, mais ça vous saoule pas de voir que là tous les grands constructeurs se mettent à la voiture électrique alors que la voiture électrique c'est Tesla et c'est vous qui avez inventé le truc et maintenant bien sûr ils voient que ça marche donc tout le monde s'y met, c'est un peu des opportunistes. Il dit mais en fait c'est pas du tout le débat c'est juste que moi mon combat c'est contre la voiture à énergie fossile. C'est très bien que les gens se mettent à l'électrique et moi c'est un peu la même chose que j'ai envie de dire. De toute façon je pense que on en est loin et qu'ils mettent beaucoup de temps à bouger sur ces sujets-là, qui sont plutôt dans un mode incrémental où on va essayer de mettre un petit peu de plastique recyclé dans nos flacons à usage unique plutôt que d'essayer de repenser le modèle. Mais si demain les grands se mettent à faire de la recharge, super, nous on aura tout gagné, tu vois. C'est une raison d'être qui est hyper forte, qui est hyper fédératrice aussi, j'espère, et j'imagine. En tout cas, dans notre équipe, ouais, c'est un truc qui enthousiasme tout le monde parce qu'il y a à la fois le côté impact, mais il y a aussi ce côté ambition. Une des valeurs de 900Care, c'est de dire que nous, on a envie de créer un géant vert, donc,
qui est les deux piliers. Et je pense que les gens sont excités dans l'équipe et sont fédérés autour de ça. C'est que à la fois, on a envie de se dire, on va faire quelque chose qui va vraiment avoir une grosse taille critique, générer de la croissance, de l'emploi, etc. Et de l'autre côté, chaque bouteille qu'on vend, c'est aussi de l'impact. Vous réconciliez impact positif et scale. C'est ça, c'est vraiment l'obsession, quoi. Non mais carrément. Et du coup, vous valorisez cette raison d'être dans le statut d'entreprise à mission. Oui. Pourquoi ce choix ? Pourquoi avoir voulu le formaliser ? En fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est bien d'écrire les choses. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as posé, voilà, on a fait une communication auprès de nos employés, ça montre aussi que l'entreprise en tant que telle, l'entité, elle a cette vocation-là et c'est pas juste l'idée de fondateur. Après, là, on est en train de mettre en place. Derrière, c'est pas que juste des mots, c'est qu'on va mettre en place aussi un comité de gouvernance dans lequel il y aura. Donc c'est Thomas, mon associé, qui gère plutôt ces sujets chez nous. Donc il y aura Thomas, il y aura un représentant des salariés, il y aura sans doute un de nos investisseurs qui est un fonds à impact qu'on vient de faire rentrer récemment. Tu peux révéler ou pas ? Oui, c'est le fonds qui s'appelle Blue Ocean. Ok. Swen Blue Ocean, qui est un fonds qui investit pour la protection des océans avec 3 grandes thématiques, la protection contre la surexploitation des océans, le changement climatique et la pollution. Et donc nous, on rentre dans la verticale pollution sur la pollution plastique, même si je pense qu'on aurait aussi pu rentrer dans la verticale réchauffement climatique avec tous les gains de CO2. Et potentiellement, il y aura un membre externe qui pourrait être, par exemple, Samy.eco ou quelqu'un d'autre. Et en gros, ce comité a vocation de vérifier que la société est fidèle aux engagements de cette mission. Et enfin, le dernier bénéfice, c'est que les statuts, c'est quelque chose qui n'est pas si facile à modifier que ça. Ça se modifie toujours. Si demain, on décide de ne plus être entreprise à mission, ce sera sans doute possible, mais ça fait de la paperasse. Et du coup, si tu me dis que cette boîte, elle est là pour vivre 20-30 ans, et bah, au moins, ça, c'est un truc qui est ancré et qui reste dans le temps. Et demain, si moi, je me fais écraser ou si on passe la main parce que dans 60 ans... Enfin non, je pense que je ne prendrai pas ma retraite dans 60 ans, mais dans 40 ans, on prend notre retraite et qu'on passe la main, la succession, en fait, sera un peu tenue par ces statuts et par ces comités de gouvernance qu'on aura mis en place. En attendant, ça te contraint toi, et sur le long terme, ça pérennise le modèle d'impact. Exactement. Tu sens que ce statut de société à mission, tu arrives à le valoriser pour que ce soit fédéré en interne ou justement vers des partenaires type investisseurs, etc. En interne, oui. Investisseurs, oui. Au-delà, non. Très peu connu en même temps. Oui, on a fait une communication dans le newsletter au moment où on l'a fait. Je pense que ça a intéressé les gens de savoir ce que c'était une société à mission. Mais typiquement, c'est pas quelque chose, c'est pas un label, c'est plus un label qu'on fait nous parce qu'on y croit et qu'on fait en interne plutôt qu'un truc de com, quoi. Et tu me disais, parce que vous êtes aussi Bicorp, donc là, un label qui, pour le coup, est quand même plus connu et généralement assez bien valorisé par les boîtes. Mais tu me disais en off, quand on discutait la dernière fois, que ça n'avait pas non plus un impact énorme sur vos ventes, en fait. Non, je pense que ça va le devenir de plus en plus. Parce que pour moi, Bicorp, c'est vraiment le label 360. C'est-à-dire que, par exemple, société à mission, on a mis quasiment que des objectifs environnementaux. Bicorp, c'est beaucoup plus large. 5 piliers, dont les collaborateurs, les clients, les collectivités, la gouvernance. Donc c'est beaucoup plus large. Et en fait, on était attirés par le fait de... Aujourd'hui, je pense qu'il y a une prolifération de labels. C'est très compliqué entre EcoCert, Formule Naturelle, machin, de s'y retrouver. Bicorp, en regardant tous les labels, on s'est dit c'est vraiment le truc qui montre que la société essaye d'être la plus vertueuse sur tous les plans possibles. Et du coup, ça nous a interpellés. On a eu envie de faire partie de cette communauté. On était d'ailleurs parmi les tout premiers en France à faire partie de cette communauté. On a eu un super score. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'au final, en remplissant le questionnaire Bicorp, on n'a pas eu à changer beaucoup de choses. Enfin, c'est-à-dire qu'on était certifié. Donc, bien sûr, ça te donne des idées de trucs que tu peux mieux faire. Mais globalement, on aurait eu la certification juste en faisant, en continuant à faire ce qu'on faisait. Et là-dessus, le parallèle que j'aime bien faire, c'est pour moi, tout cet aspect de responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, c'est la même chose que le digital il y a 20 ans. Il y a 20 ans, tout le monde parlait du digital, les boîtes voulaient se digitaliser, on créait des directions digitales. Et souvent, ça mettait plein de temps. En fait, les gens continuaient à faire la même chose à côté. Et il y avait la direction digitale qui ramait un peu dans le vide.
Et tu as eu des boîtes, les GAFAM, qui eux, en fait, il n'y avait pas de direction digitale, c'est Facebook. Parce qu'en fait, ils pensaient digital. Moi, je pense que là, on est dans un monde où la prochaine grande révolution, pour moi, c'est la révolution verte. Il y a toutes les grandes boîtes historiques qui mettent des directions RSE, qui n'ont pas trop de pouvoir, machin et tout, et qui sont vues comme une contrainte par le reste des départements. Et tu as une génération de boîtes comme la nôtre et plein d'autres, où en fait, le RSE, c'est tellement au cœur de tout ce qu'on fait que... Je pose la question dès le début. Ouais. Mais en fait, c'est même pas tellement on se pose la question, c'est juste que forcément, c'est la raison d'être de la boîte, donc c'est comme ça qu'on va inclure nos... Enfin, dans nos on n'a pas besoin du département RSE, dans le département RSE pour nous dire « Ah, vous avez bien pensé, c'est quoi l'impact environnemental de telle décision ?» C'est juste quelque chose qu'on va prendre en compte naturellement. Et en fait, quand tu remplis le questionnaire Bicorp, tu vois très bien à quel point certaines boîtes doivent changer leur process en profondeur pour devenir Bicorp, là où en fait, nous, il y avait plein de trucs qui étaient hyper intuitifs. Ouais, 100%. Mais ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que généralement, en fait, quand on a besoin de mettre un département RSE, c'est parce qu'on va falloir faire du change management. On tombe vraiment dans la transformation. Ouais. Et même les boîtes, même des corporates, tu vois, qui auraient les meilleures intentions du monde, sont obligés de passer par là, puisqu'il y a trop d'habitudes à déconstruire, en fait. Mais ce qui est plus malheureux, là je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est que très souvent ces directions RSE sont associées au département com ou au département RH aussi. Exactement. Voilà. Et pas du tout directement lié à la stratégie de l'entreprise ni transversale, alors que ça doit être transversal. Exactement. En fait. Et en fait, pour moi, un département RSE qui marche, il doit reporter directement au CEO. Quoi. Clairement. Si tu veux que ça marche. Ou alors, je pense que l'autre modèle d'organisation qui peut marcher, c'est d'avoir... soit d'incentiver tout le COMEX sur des objectifs RSE, sur l'atteinte d'objectifs globaux et puis d'objectifs au sein de leur département, soit d'avoir une personne dans chacune des directions, mais une personne assez haut placée, qui porte ce sujet en interne. Mais c'est sûr que le département RSE, qui est en dessous de la com, qui machin, en fait, il n'impacte pas du tout. Et c'est pour ça qu'on voit émerger la figure du Chief Impact Officer, en fait, qui est assez proche généralement du CEO, parce qu'il est vraiment ce C-level, et dont la mission est d'accompagner tous les responsables de pôle à intégrer la RSE dans leur fonctionnement. En fait. Et vous avez quelqu'un en interne qui se... Je m'as dit ton associé... C'est principalement mon associé qui va porter ce sujet, mais en fait, c'est un sujet que tout le monde porte, c'est-à-dire que là, on est en plein, donc on utilise la méthodologie OKR pour fixer les priorités. En gros, on définit les objectifs au niveau de la boîte. Les key results, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ces objectifs. Et ensuite, les key results deviennent des objectifs de chacun des départements, etc. Et donc, c'est cascadant et ça permet à toute la boîte d'être alignée dans le même sens. On a, dans chacun des départements, se définit un objectif vert dans ce process d'OKR. Et ensuite, là, on est en train de réfléchir à est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et faire aussi des initiatives individuelles qui peuvent être des choses sur la vie du bureau, type je vais installer une fontaine à eau, mais qui peuvent être aussi des choses comme moi, je vais une fois par mois, enfin une semaine par mois, je ne vais pas manger de viande. Ça me coûte beaucoup parce que j'adore la viande, mais du coup je vais la faire et voir est-ce qu'on peut réussir à mettre ça en place avec une forme de gamification où quand tu atteins tes objectifs, peut-être que nous on fait un don à une asso, enfin qu'on trouve une façon de motiver les gens à le faire. Et c'est ultra pertinent parce qu'en fait, il y a des personnes qui l'ignorent, mais quand tu fais le bilan carbone de ta boîte, tu dois prendre en considération ces impacts-là, donc les habitudes de consommation de tes employés, donc les repas qu'ils font sur leurs horaires de boulot. S'ils mangent de la viande, ça augmente le bilan carbone. Exactement. Leurs déplacements perso pour aller de chez eux au bureau, pareil, ça augmente le bilan carbone. Et en fait, quand tu touches à la RSE, tu es obligé de toucher à la sphère privée à un moment ou à un autre et aux habitudes individuelles. En fait. C'est pas juste la direction. C'est vrai que ça c'est sans doute ce qui est dur à changer parce que ça peut aussi être vu comme une contrainte assez rapidement où c'est ma vie, en fait, c'est pas à ma boîte de décider de ce que je mange. Et donc du coup, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut le faire de façon où c'est un peu plus volontaire, en se disant c'est pas quelque chose qu'on t'impose, c'est juste toi qui fixes un objectif. Je pense que demander à quelqu'un de se fixer un objectif écolo dans un quarter, c'est pas déraisonnable, que tout le monde peut le faire. Et donc on va essayer de voir. Après, vous avez l'avantage d'avoir mis l'impact au cœur de votre modèle, comme on dit depuis tout à l'heure, et du coup d'avoir une sorte de filtre naturel qui se fait quand même dans les recrutements. Bien sûr, mais en fait, même là-dessus, en fait, tu vois que ce qui est très dur dans l'écologie, c'est que ce qui est facile pour moi est pas facile pour toi. Et du coup, moi, je me dis, attends, mais lui, il s'est vraiment abusé parce qu'il fait pas tel truc.
mais il va dire mais attends, me dis pas ça parce que moi je fais ça et toi tu le fais pas. Donc, et typiquement, on avait une idée qui était de dire est-ce que vous seriez chaud pour que les événements d'équipe 900 Care, ça devienne des événements végétariens. Ouais. On a voté, il y a 50% des gens qui ont dit non, en fait, on n'a pas envie. Ce qui, moi, m'avait surpris. Et en fait, quand tu y réfléchis, tu peux te dire aussi, bah oui, je comprends que les gens... bon, déjà, je pense que la question était bête, parce que globalement, quand tu dis à des gens qui ont l'habitude de manger de la viande végétarienne, ils ont l'impression qu'ils vont manger un truc dégueu. Là où, en fait, si on avait fait un team event végétarien avec de la super bonne bouffe végétarienne, et qu'ensuite on avait dit vous vous êtes rendu compte que c'était végétarien, en fait les gens auraient sans doute dit putain je m'en suis même pas rendu compte, donc je pense que stratégiquement on n'a pas été mais c'est juste que tu touches à sphère intime personnelle et c'est vrai que c'est compliqué et donc même sur des, ce que je veux dire c'est que même sur des gens qui sont sensibilisés, qui ont fait la démarche de venir bosser dans une boîte engagée et à impact, il y a certaines habitudes qui sont difficiles à changer. Et je pense qu'il faut être... et c'est un peu toute la démarche aussi de 900 Care de dire on va pas brusquer les gens, on va pas leur faire la morale, on va pas les contraindre, il faut que ça vienne de... Il faut que tu arrives à créer l'adhésion. Et c'est du coup ce sur quoi on essaie de travailler, c'est quels sont les rewards ou les choses qui vont faire qu'on va créer cette adhésion versus dire aux gens en fait on enlève la transition plus douce, peut-être un peu plus lente mais plus durable. C'est ça. Ouais. On va revenir un petit peu sur Bicorp, tu l'as dit, c'est 5 piliers. Oui. J'aimerais bien qu'on repasse un petit peu en revue ces piliers et ce que vous avez mis en place très concrètement. Ouais. Tu m'excuseras, du coup j'ai pris mes petites notes parce que du coup c'est toujours un peu... Est-ce qu'il y a un pilier par lequel tu souhaites particulièrement commencer ? Écoute, je vais prendre dans l'ordre de mes notes. Le premier pilier, c'est l'environnement. Là-dessus, je pense qu'on ne va pas passer trop de temps parce que, en gros, le modèle est vertueux de base. Après, il y a tout un travail qu'on fait autour des fournisseurs. Donc, sélectionner des fournisseurs qui sont locaux, des fournisseurs qui partagent nos valeurs. De sonder aussi sur des critères environnementaux. Et après, ce que je disais, c'était d'aller plus loin que juste la com. Donc, typiquement, l'exemple de nos flacons sont recyclables. Est-ce qu'ils sont vraiment recyclés ? Ça, c'est une étude qu'on va faire pour être sûr que c'est le cas. Nos produits, c'est que des ingrédients qui sont biodégradables. Aujourd'hui, le truc, c'est qu'on ne sait pas si le produit fini reste biodégradable avec la réaction chimique qui se produit au moment où ça se dissout. Par exemple, on va faire cette étude de biodégradabilité. On verra s'il y a des alliages d'ingrédients qui, ensemble, du coup, deviennent pas biodégradables. Ce n'est pas notre hypothèse, mais en tout cas, on va le vérifier. Et ça, c'est des choses typiquement... ça content de dire que la formule est biodégradable, mais c'est pas des trucs que les gens nous demandent. C'est plus quelque chose qu'on a envie de faire pour être sûr d'avoir l'impact environnemental le plus bas. Le deuxième pilier, c'est la gouvernance. Donc là-dessus, de base, je pense que, on l'a déjà dit, on prend le critère environnemental comme un critère massif de décision dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va tout le temps essayer de se dire est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce que voilà, avec toujours cet équilibre à trouver entre comment tu offres une expérience client qui permet de drainer le maximum de personnes tout en ayant le plus d'impact environnemental. Donc c'est vraiment un curseur à trouver. Tu peux être 100% environnemental, si tu as zéro client, tu as zéro impact. Et inversement, tu peux avoir 1000 clients si tu as 0% environnemental. Donc il faut vraiment trouver ce truc qui te permet de ramener le maximum de gens avec le maximum d'impact. C'est un truc que vous avez formalisé avec... Non, on ne le formalise pas comme ça. C'est vrai qu'on pourrait, mais ce serait un bon critère de décision de dire qu'est-ce qui est vraiment a le plus d'impact, qu'est-ce qui est, au final, quand on fait les comptes, qu'est-ce qui a vraiment le plus d'impact. Après, au-delà de ces décisions, en gros, on met en place plusieurs choses. On traque. Donc voilà, pour le coup, ça, c'est une information qui est sur notre site. La quantité de plastique qui est économisée, le CO2, l'eau non transportée, c'est des choses qu'on va traquer de manière hebdo. On en parle lors de notre kick-off. C'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Les statuts entreprises à mission, on en a parlé. Le comité de pilotage, on va le mettre en place. Et je t'ai déjà parlé du coup des objectifs green. Donc ça, je pense que gouvernance, on l'a dans le process OKR. Donc gouvernance, on a déjà pas mal parlé. On va creuser un tout petit peu sur la gouvernance. Ouais. Dans la gouvernance, il y a aussi beaucoup le fait d'avoir de la représentativité, enfin au moins une part de représentativité dans les prises de décision. Là, vous avez levé, donc sans doute des dilutions de capital au passage, de nouvelles personnes qui entrent dans le capital. Comment vous faites pour donner une voix aux différentes parties prenantes ? En gros, au niveau de la boîte, on est très collaboratif et en fait on a vraiment une culture de la prise d'initiative, donc c'est-à-dire que tout est ouvert. On utilise un outil qui s'appelle Notion, qui est une espèce
de gros wikis partagés sur lesquels ça centralise 100% de ce qui se passe dans la boîte, les chiffres, les comptes rendus de meeting. Donc tu as un meeting, y a un meeting qui s'est passé, tu n'y étais pas, tu peux aller voir le compte rendu pour voir ce qui s'est dit, etc. Et donc ça, en fait, ça permet à chacun de savoir ce qui se passe et de pouvoir lever la main si jamais il y a une question qui se pose, etc. Ensuite, on a notre organe de gouvernance, le conseil d'administration, qui là en fait rassemble nos investisseurs principalement. Et là justement on a fait rentrer ce fameux fonds à impact donc, qui vient compléter la table. Donc nos investisseurs c'était plus des fonds classiques qui sont de plus en plus sensibles à l'impact pour des raisons sans doute personnelles, pour des raisons aussi d'image et aussi parce que de plus en plus les financeurs des fonds demandent eux des critères d'impact. Ok. Ouais, c'est intéressant, mais de plus en plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est compliqué pour un fonds d'aller lever de l'argent s'il n'est pas capable de montrer un track record en termes d'impact. Ça ne veut pas dire investir que dans les boîtes à impact, mais ça veut dire sur les boîtes dans lesquelles tu as investi, est-ce que la situation s'est améliorée ou pas, et des track records aussi de diversité, d'inclusivité, etc. Donc ça va être pas mal en termes d'organes de décision, puisqu'on a ce nouvel investisseur qui a la double casquette, bien sûr, ça reste des financiers, ils ont quand même besoin de faire des retours, mais d'un autre côté, ils sont très très sensibles à la question environnementale, et dans nos premières discussions qu'on a avec eux, c'est vraiment l'impact qui passe d'abord, c'est-à-dire qu'une question qu'ils nous posent, c'est pourquoi vous ne baissez pas plus vos prix maintenant pour avoir le maximum d'impact, sachant que c'est à court terme pas une très bonne décision d'un point de vue économique et rentabilisé, donc c'est vraiment ce qu'il va trouver, donc c'est vrai que là, la voix de l'impact est vachement portée à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, sur le comité à mission, l'idée, c'est d'avoir aussi un représentant des salariés pour pouvoir avoir ça. Et du coup, dans ce cas-là, sans doute, Samy, ou on verra qui on met, mais une partie prenante externe. Ouais. Est-ce que vous essayez d'avoir un petit peu de parité dans ces organes-là ? Ouais. Alors, sur notre COMEX, on a la parité homme-femme. Okay. Globalement, dans la boîte, on a d'ailleurs une majorité de femmes. On est vachement attaché à la diversité, etc. Donc, on a aussi plein de représentants de minorités ethniques. Enfin, même si c'est pas un critère de choix, mais disons que pour moi, c'est pas quelque chose qu'on cherche activement. C'est juste que je pense qu'on s'est mis dans une démarche où c'est pas des quotas, voilà. Mais vous avez mis en place une stratégie non discriminante à l'embauche. Exactement. Okay. Le conseil d'administration, c'est plus compliqué parce qu'en fait, les fonds, en général, ils ont que quelques personnes. Tu as un investisseur lead qui a pris en gros, la personne qui a mené le dossier, c'est naturellement la personne derrière qui va... Et en fait, dans ces fonds-là, c'est encore beaucoup masculin. Donc aujourd'hui, on a un conseil d'administration qui est assez masculin. On a néanmoins un membre indépendant qui est la fondatrice des matelas Teddy Bear, qui s'appelle Aude. Okay. Et du coup, qu'on a choisi pas forcément parce qu'elle était une femme. Je pense que c'était bien qu'elle apporte cette diversité-là. Mais surtout parce qu'elle est top. Mais donc, du coup, parce qu'en fait, rien ne vous empêche, s'il n'y a pas de blocage du côté des autres membres du conseil d'administration, d'aller chercher des personnes qui sont complètement externes pour porter une voix. Le seul truc, c'est que un conseil d'administration, là, on est déjà nombreux. Un conseil d'administration à 15, c'est plus efficace du tout. Ouais, ça devient, ça devient un forum qui sert à rien. Donc, c'est toujours cet équilibre qu'on essaie de trouver. Mais nos nouveaux investisseurs, ils sont 2, et donc c'est un homme et une femme, donc on est content de ça aussi. C'est chouette, ok. T'avais d'autres questions sur la gouvernance ? Non, c'est clair pour moi. Troisième pilier, j'avais collaborateurs. Ouais, donc le bien-être au travail. Bien-être au travail, nous, ce qu'on a mis en place là-dessus, déjà en termes d'actionnariat, nous, 100% des employés en CDI, ils ont accès à des BSPCE. Donc il y a une grille de BSPCE en fonction de la seniorité et de ton rôle, mais en tout cas, 100% des employés en fait, ont vocation à être des salariés. Ouais. Donc ça, c'est hyper important pour nous. On en a déjà parlé, mais on pousse certaines initiatives pour encourager les comportements vertueux, donc les OKR verts. On a mis en place le Veggie Wednesday, où on demande aux gens d'essayer de ne pas manger de viande le mercredi. On rembourse les collaborateurs qui viennent à vélo du pass Navigo.
Ok. Ensuite, on a une vraie politique de formation, qui est formation et feedback. Donc, on a une culture du feedback déjà très fréquente. Donc, en gros, chez nous, le feedback, c'est minimum une fois par mois. C'est un feedback qui va dans les deux sens. Et donc, voilà, c'est quelque chose, on demande à tout le monde dans la boîte de consacrer du temps au feedback. Parce que vous êtes combien dans la boîte, là, actuellement ? On est 25. 25, et vous avez combien de niveaux de hiérarchie ? On en a 3. Enfin, 2. Ça dépend si nous, tu nous mets au-dessus ou au même niveau que notre COMEX. Mais, Donc le feedback, c'est avec le responsable direct ? Voilà. Les feedbacks récurrents, c'est avec le responsable direct. Ok. Sachant qu'on aimerait bien encourager les feedbacks latéraux aussi, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça prenne trop. Même si, tu vois, dès que, par exemple, il y a le cas où parfois il y a des frictions entre des départements sur les incompréhensions. Donc là, on va typiquement les mettre dans une salle et en parler ensemble pour déminer. Et c'est très, très efficace parce qu'en fait, tu te rends compte que l'autre département n'avait pas de mauvaises intentions, qu'il avait juste des contraintes dont tu n'es pas conscient. Ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de manière active. Et après, on a un point annuel qui est là plus à 360, où là, on va aller solliciter l'avis de personnes qui ont bossé avec la personne en question pour avoir vraiment un point de vue plus 360. Donc ça, c'est la partie feedback. Et l'autre partie sur laquelle on investit pas mal de temps, c'est la partie formation. Nous, on est une petite boîte, on n'a pas forcément des gros budgets formation externes. En revanche, on encourage vraiment le peer-to-peer learning et on a créé ce qu'on appelle la 900 Academy. Globalement, dès qu'il y a quelqu'un qui sait faire un truc dans la boîte, il va enregistrer une petite vidéo explicative en disant voilà comment on fait tel truc. Ça peut être des trucs très pragmatiques du style voilà comment on crée un code promo pour le site. Ça peut être des trucs, par exemple moi j'en ai créé un sur la productivité. Quelles sont en fait les règles de productivité qu'on met en place chez 900Care, comment est-ce qu'on vous conseille de vous organiser, parce que moi c'est un sujet qui me passionne, sur lequel je pense que j'ai accumulé pas mal de savoir et que j'essaie de diffuser. Et voilà, en fait, et quand tu arrives et que tu as un onboarding, il y a une série de trainings qui sont obligatoires. Et ce qui est bien, c'est que derrière, tu peux le mettre en pratique, aller poser des questions à la personne. On a l'impression que c'est quelque chose qui est plus facilement... en fait, le fait que ce soit du peer-to-peer et que la personne soit dans la même boîte que toi, du coup, ça te permet d'aller la solliciter plus facilement derrière. On a mis en place aussi... on est au forfait jour, donc on donne plus de RTT, puisque... Alors ça me paraît globalement relativement normal. En gros, le forfait jour, c'est que pour les cadres, tu leur demandes pas de faire 35 heures, mais tu leur donnes plus de RTT. Donc tu acceptes le fait que les semaines peuvent être un peu plus longues. En revanche, tu leur donnes des jours pour récupérer. Okay. C'est un truc qui est assez classique dans les grandes boîtes pour le coup. Très peu fait en start-up parce que du coup ça coûte plus cher. C'est plus cher, ouais. Et donc nous c'était important de le faire pour reconnaître aussi ça et puis pour que les gens aient des temps de respiration. Et enfin on a mis en place un truc qui est super, ça fait quasiment depuis le début, c'est des sondages anonymes qui nous permettent de prendre le pouls de l'entreprise. Donc ça c'est une fois par mois, complètement anonyme. Une vingtaine de questions qui alternent bien-être et respect de nos valeurs. Donc on a codifié nos valeurs d'entreprise, à la fois nos valeurs et nos ways of working. Et donc on va leur dire est-ce que vous trouvez que cette valeur est bien respectée, est-ce que vous voyez comment bien l'appliquer dans votre quotidien, etc. Et en fait, du coup, ça permet de très vite prendre le pouls et de mettre en place des actions correctives si jamais il y a des choses qui dérapent. C'est intéressant d'avoir mis en place un indicateur sur ce qui se mesure difficilement et peu, donc c'est vraiment trop cool. Ouais, c'est super bien. C'est un outil qui s'appelle CultureAmp, je peux faire leur pub parce qu'on est très, très contents. Okay. Il y a un de leurs concurrents qui s'appelle Blixo qui est bien aussi. Donc, tu les as tous testés ? Ouais, on a changé récemment parce que dans CultureAmp il y avait un peu plus de modules de formation, etc. Mais non, c'est vraiment super, j'encourage tout le monde à le faire. Parce que en fait, pour moi, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que soit les résultats sont bons et tu confirmes que tu as une boîte qui est saine, soit les résultats sont pas bons et tu préfères le savoir. Ouais, clairement. Parce que la vérité, c'est que si les gens sont pas contents, au final, sur le long terme, ça va nuire à ta boîte. Donc, on est plutôt à se dire, mettons pas la tête dans le sable. Et surtout que tu réalises, il y a quand même un phénomène assez passionnant dans les startups ou les scale-up, c'est que les gens sont pas bien. Puis à un moment, tu sais pas pourquoi la parole se libère. Oui. Une première personne part, une deuxième, une troisième, et tu as souvent des vagues de démission vraiment comme ça en déferlante. Alors Exactement. Que ça faisait peut-être 6 mois, 1 an que les gens étaient mal en fait. Et le pire de ça, c'est que souvent en fait, les dirigeants n'ont pas forcément conscience. Ouais, tu tombes de haut et tu leur dis mais ce truc-là, pourquoi t'es pas venu m'en parler en fait ? Il y a plein de choses en fait qui peuvent, je sais pas, des styles de communication différents,
un truc qu'on a dit qu'il a été mal pris, où la personne se sent dévalorisée, alors que nous, c'était sur le ton de la blague, et qu'en fait, si elle avait dit « ah bah ça m'a blessé », mais c'est vrai que c'est pas facile dans le quotidien de le faire, donc avoir un moment, enfin, en gros, l'idée, c'est de se dire, entre les différents moments qu'on a, et après, un autre truc qu'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir des déj en tête-à-tête, déjà avec toutes les nouvelles recrues, mais aussi régulièrement avec les gens qui sont là depuis un peu plus longtemps, pour aussi prendre le pouls de manière informelle. Mais l'idée, c'est de créer un maximum de canaux pour que les signaux faibles remontent avant que ça devienne des problèmes. Ouais. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on fait sur les collaborateurs. Le chapitre d'après, c'était donc la collectivité. Donc l'impact un peu plus large. Nous, premier engagement, c'est qu'on est 100% made in France. Donc les flacons, les recharges, les boîtes d'expédition. Nos étuis sont fabriqués en Belgique, mais on va dire que c'est frontalier. Et on fait du travail du coup pour sourcer de plus en plus d'ingrédients localement, même si là c'est beaucoup plus dur. La diversité, on en a parlé, on a énormément de femmes, je pense qu'on a plus de 70% de femmes, on a la parité dans nos organes. Le COMEX, hein, je sais que quand on en parle comme ça, on dit ok, vous avez 70% de femmes et vous avez juste 50-50 sur le COMEX. Et on peut avoir l'impression qu'on a moins de femmes au COMEX. La vérité, c'est que vu qu'on est 2 hommes fondateurs, de base, on prend 2 sièges, donc globalement sur le reste des non-fondateurs, on a une majorité de femmes. Sur les salaires, alors, j'aurais pu le mettre dans collaborateur aussi, mais je crois que dans Bicorp, c'est dans la collectivité, puisque ça a lieu à trait aussi à la diversité, à la discrimination, etc. Nous, on a mis en place en fait une grille de salaire qui aujourd'hui n'est pas publique, mais qu'on a vocation à rendre publique. On n'a pas rendu public encore parce que on l'a pas mise en place tout de suite, ce qui fait qu'il y a des gens qui étaient hors grille. Et du coup, on essaye de voir comment est-ce qu'on les fait évoluer pour qu'ils rentrent dans la grille avant de la communiquer plus largement. C'est quoi les critères de la grille, grosso modo ? C'est une grille, en gros, c'est Alan qui avait fait ça, qui est assez fort sur la partie RH, donc on s'en est inspiré. Il y a 2 axes. Il y a un axe qui est l'ancienneté depuis le diplôme. Donc en gros, chaque année, tu vas gagner quelques pourcents de salaire, quoi qu'il arrive, juste de par ton ancienneté. Et ensuite, tu as des niveaux hiérarchiques qui correspondent grosso modo à ton poste. Et donc, la meilleure façon de faire des jumps salariaux, c'est d'évoluer de niveau hiérarchique. Ça me fait penser, Alan, du coup, c'est basé là-dessus. C'est un modèle assez classique, comme tu dis, effectivement, qui est franchement très efficace. Il y a un autre modèle qui est celui de Shine, qui a mis en place une grille de salaire avec l'ancienneté classique, mais aussi l'impact sur la boîte, en fait. Et c'est de se dire que finalement, un dev expert qui bosse sur un langage hyper niche, mais qui est indispensable pour la boîte, mais qui n'a pas de fonction de management et qui, du coup, en termes de hiérarchie, n'est pas plus haut, finalement a un impact énorme et du coup mérite aussi une valorisation. Ouais, complètement d'accord avec ça, et ça c'est un truc sur lequel on est en train de travailler pour voir comment est-ce qu'on codifie les grades, parce qu'en effet je pense que déjà nous on a de base, je pense qu'on met une très forte emphase sur avoir des gens qui font des choses versus des managers. En gros même notre COMEX en fait met les mains dans le cambouis, va créer des trucs, va passer des commandes, va écrire des mails, va faire des drafts de pages produits, enfin tout ça. En gros, on veut avoir des gens qui fassent ça. Et donc, dans cette lignée-là, en effet, le critère de réussite dans une boîte, ça ne peut pas être que le statut managérial, parce que, comme tu dis, il y a des gens qui ne sont pas managers, qui ont un gros impact, et il y a des managers qui n'ont aussi pas d'impact, ou moins d'impact. Le marché de l'emploi, puisque de plus en plus de candidats et de talents aujourd'hui veulent surtout de l'autonomie et du pouvoir, de leur responsabilité, en fait, et t'as pas 10 000 manières de le faire, en fait, il faut réussir à aplatir un petit peu l'organisation. T'as des boîtes comme, quand tu y penses, OnePoint, ça reste un gros truc, tu vois, où t'as que 3 niveaux de hiérarchie, en fait. C'est vrai que tu te dis, c'est quand même incroyable qu'on soit allé jusqu'à 10 niveaux par le passé, et la nouvelle génération ne sera pas du tout ça. Je pense que t'as des gens qui sont en perte de sens complet dans les... Moi, j'étais avant consultant au BCG, donc je naviguais dans ces niveaux-là, et c'est vrai que tu croises des gens brillants et qui s'éclatent, et puis tu croises aussi des gens qui sont complètement désabusés et qui pensent que à l'heure de sortie. Et c'est triste parce que vu que tu passes quand même ton temps éveillé au travail, c'est quand même mieux que tu t'éclates, quoi. Et donc cette grille de salaire, en fait, moi j'encourage vraiment tout le monde à la mettre en place, parce que
D'une part, ça garantit que tu n'aies pas de discrimination entre les gens, que ce soit entre les départements ou entre les... Parce qu'aujourd'hui, nous, on a une grille commune pour tout le monde. Et puis, bien sûr, hommes-femmes, etc. Ça permet... On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui n'osaient pas demander d'augmentation ou qui n'ont pas demandé un assez haut salaire qu'on va pouvoir remettre à niveau. Les femmes, c'est prouvé statistiquement qu'on négocie beaucoup moins leur rémunération. Ouais. Et inversement, ça change aussi la dynamique de négociation salariale à la fin de l'année, puisque déjà, toutes les demandes qui sont un peu irréalistes, où on me dit, écoute, si tu veux tel package, c'est très bien et je t'encourage je respecte ton choix. Simplement, ça ne rentre pas dans notre grille et nous, la grille est plus importante que n'importe quel salarié individuel, puisque si on commence à transiger là-dessus, en fait, c'est toute la confiance en fait qu'on a accumulée sur le fait que quelqu'un qui va avoir le même impact que toi va être payé pareil, qui s'effondre. Et donc en fait, la négo, ça devient plus est-ce que tu peux me donner X 1000 euros de plus, ça va devenir ok, qu'est-ce que tu as fait cette année qui justifie que tu passes au grade d'au-dessus. Ouais. Et on a la discussion, tu vois. On définit les objectifs, on me dit voilà, si tu as fait ça, a priori, on pense que tu peux passer au grade d'au-dessus. Est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as pas fait tu as des objectifs quantifiés, tu passes pas. Et voilà, et comme ça, c'est très clair depuis le début. Ça permet aux gens de pas... ils savent quel est le prochain stade, ils se disent pas... moi, je trouve que c'est vraiment génial, ça refocus en fait les discussions... ça transforme une discussion très désagréable en une discussion qui est plus axée futur et développement. Et qui est plus objective aussi. Et qui est plus objective. Et pareil, au moment des recrutements, c'est aussi très bien. Alors, on n'a pas tellement recruté depuis qu'on a mis la grille en place, mais globalement, dès le début, on dit... globalement, ton grade, ça devrait être à peu près ça, tu as ton ancienneté, tu vas tomber dans telle case. On te le dit dès le début, comme ça, il n'y a pas de frustration à la fin. Si ça ne convient pas, on ne perd pas de temps. Et si ça convient, derrière, tu ne vas pas nous dire « Ah ouais, mais j'ai fait les bons entretiens. » Donc, voilà. Donc, dans un sens, parce que c'est toujours pareil, et c'est bien compréhensible, mais le rôle, le jeu du candidat, c'est de donner une fourchette suffisamment large pour que ça ne te bloque pas, mais pour se laisser de la marge de négo. Et du coup, c'est bien d'enlever ça, parce que ça... Je pense que commencer une relation professionnelle par une négo conflictuelle où les deux ont l'impression que ça soit mal passé, c'est pas forcément la meilleure façon de le faire. Et du coup, le dernier pilier de Bicorp, c'est client. Ouais. Sur collectivité, on est aussi 1% for the Planet, donc on donne une partie, 1% de notre revenu à la fondation Good Planet. Et enfin, le dernier pilier, c'est client. Là-dessus, je pense qu'il y a 3 choses qu'on essaye de faire bien. La première, c'est les prix bas. Donc ça, on en a déjà parlé, mais c'est très important pour nous que nos produits soient abordables le plus possible et que n'importe qui puisse en fait s'abonner. Deuxième, c'est qu'on a mis le service client au cœur de 900care, à la fois en termes géographiques, c'est-à-dire qu'ils sont au centre des bureaux, et surtout, on a internalisé ça, donc on appelle le Customer Love. On va même plus loin puisqu'on demande à chaque personne de remplir, de faire quelques tickets de Customer Love chaque semaine. Donc, tout le monde chez 900care en fait contribue à répondre à des clients et on pense que c'est hyper important. Et après, on a bien sûr, comme toute bonne start-up qui se respecte, on a une politique qui est basée sur la confiance, c'est-à-dire que on va pas quelqu'un qui nous dit j'ai pas reçu mon colis. On va pas lui dire bah non c'est pas vrai, on va lui dire ok on te renvoie des produits. Quelqu'un qui dit je suis très déçu, le produit correspond pas du tout à ce que j'attendais, on va le rembourser et puis voilà, on marche sur la confiance et on se dit que la majorité des gens sont bienveillants, s'ils prennent le temps d'écrire parce qu'ils sont pas contents, c'est qu'on a mal fait notre travail et donc on va comme ça. Puis après le dernier pilier c'est la RGPD sur lequel on essaie d'être le mieux disant possible et voilà, de bien faire les choses. Du coup, si on résume, vous avez mis à la fois l'impact au cœur de votre modèle, puisque dès que vous vendez, vous avez plus d'impact positif, et en plus de ça, vous êtes engagé sur la RSE 360 pour faire les choses bien. En fait, c'est pas juste faire quelque chose de bien, mais aussi le faire, quoi. Ouais, mais en fait, là, j'ai remis les trucs dans les buckets de Bicorp parce que c'était un peu le sujet de la discussion. La vérité, c'est que sur chacun de ces éléments, on pense que c'est simplement des bonnes pratiques de business. C'est-à-dire que la grille salariale, il s'avère que ça rentre dans Bicorp parce que ça lutte contre la discrimination et c'est un des rôles.
mais nous, on trouve que c'est juste un super outil en interne. Les sondages anonymes, il se trouve que c'est... je ne sais pas si ça rentre dans Bicorp d'ailleurs, mais sans doute que oui. Si avoir un indicateur sur le bien-être, ça rentre dans Bicorp, ouais. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. Enfin, en gros, c'est pour ça que je disais un peu en préambule qu'on a été Bicorp un peu par nature, quoi, par défaut. En tout cas, sans avoir à changer nos process, mais c'est juste des choses qui nous semblent évidentes en fait d'un point de vue business. C'est pour ça que ce label a beaucoup de succès en fait en ce moment, et notamment auprès des startups. C'est l'un des rares labels RSE qui a réussi à percer dans ce micro-écosystème-là. Parce qu'en fait, il est purement pragmatique et ça parle très bien aux dirigeants. En fait. On n'est pas sur cocher des cases d'une norme ISO extrêmement complexe, on est vraiment sur comment faire du business autrement, tout simplement. Hyper clair. J'ai envie de te poser une question plutôt pour conclure sur tes projections là, à venir sur 900 Care. Les grandes projections à venir, le but de devenir un géant vert, c'est quand même de commencer par devenir géant, tout en restant vert. Donc c'est le gros objectif, c'est de dire comment est-ce qu'on va toucher le maximum de gens avec nos produits. C'est quoi votre objectif par exemple à 1 an, 3 ans, je ne sais pas sur quel horizon vous bossez? On aimerait bien là atteindre l'année prochaine la centaine de milliers d'abonnés en France. Donc, ce qui est, au vu des croissances qu'on a, vu qu'on a fait x6 cette année, qu'on a on est déjà quasiment à mi-chemin, je pense que ça devrait être faisable, mais ça reste une belle croissance en valeur absolue par rapport à ce qu'on a fait, donc ça serait une première chose. Donc continuer à se développer, continuer à élargir la gamme produit, puisqu'en fait ton impact il est fonction du nombre de clients fois le nombre de produits qu'ils utilisent fois la rétention. Donc en gros c'est continuer à recruter des clients, développer la gamme produit et faire en sorte que les clients existants adoptent le maximum de produits, et travailler l'expérience client pour qu'un client qui est abonné il soit tellement content qu'il reste très longtemps. C'est comme ça que tu maximises à la fois tes revenus et ton impact. Ça, c'est la première grande priorité. Deuxième grande priorité, c'est de dire qu'aujourd'hui, on est une boîte qui est financée par des investisseurs externes, puisqu'on est une boîte qui n'est pas rentable, pour plein de raisons, mais notamment parce que créer une marque, ça coûte cher, parce qu'aujourd'hui, on a encore des volumes qui sont, même s'ils sont en forte croissance, qui sont trop faibles pour amortir 100% de nos coûts généraux, nos frais généraux, et parce qu'il y a aussi un effet d'échelle très fort sur nos coûts de produits. Donc aujourd'hui, on a une marge qui est moins forte que ce qu'elle sera demain. Donc le deuxième pilier, c'est de dire en fait, la sobriété, c'est bien sûr dans la façon dont on conduit le business, mais en fait, avoir une entreprise qui devient viable en France, c'est quelque chose qui est très important. Et après, le troisième pilier, c'est de se dire, une fois qu'on sait que le modèle est scalable en France et qu'il a un potentiel de profitabilité, là, on va se dire, c'est le moment d'aller l'exporter à l'international, potentiellement avec une autre levée, puisque forcément, on pense suivre à peu près la même courbe en termes de perdre de l'argent au début pour en gagner plus tard. Donc voilà, c'est un peu ça les 3 grands projets. Et écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Et je te remercie pour ta présence pour ça. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant. J'ai pas souvent l'occasion de creuser, autant les sujets. Souvent c'est une question parmi plein d'autres questions. Et là, c'était agréable de pouvoir prendre le temps d'en parler. Donc merci beaucoup pour ça. Merci à toi. Top. Boum, l'épisode est fini, mais on va envoyer à nos abonnés une ressource complémentaire de folie. Du coup, si t'es pas abonné, clique sur le lien en description. Et si t'es déjà abonné, tu gères. Bref, on t'aime d'amour. Merci et à très vite.